Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris, dans sa séance du 22 décembre 1894, a reconnu, à l'unanimité des voix, le nommé Dreyfus Alfred, capitaine breveté au 14e régiment d'artillerie, stagiaire à l'état-major de l'armée, coupable du crime de haute trahison, et l'a condamné, à l'unanimité des voix, à la déportation dans une enceinte fortifiée et à la dégradation militaire. Alfred Dreyfus, vous n'êtes plus digne de porter les armes. Au nom du peuple français, nous vous dégradons. Soldats, on dégrade un innocent. On déshonore un innocent. Vive la France! Vive l'armée! L'affaire Dreyfus est l'un des conflits sociaux et politiques les plus importants de la Troisième République. Elle a lieu suite à la défaite de la France contre l'Allemagne en 1870. L'armée française se rénove et craint l'espionnage allemand. Et c'est dans ce contexte que l'affaire Dreyfus prend place, avec des accusations envers Alfred Dreyfus, inculpé d'intelligence avec l'Empire allemand. Cependant, l'affaire avait été presque étouffée dans le but que, suite au premier procès, quiconque oublie. Il n'y a pas d'affaire Dreyfus. Il n'y a pas, en ce moment, et il ne peut pas y avoir d'affaire Dreyfus. Suite à ces propos, la presse, au même titre que de grandes influences de la France, s'empare de l'affaire. L'Aurore, en collaboration avec Émile Zola, publie J'accuse. Le Figaro, en collaboration avec le dessinateur Carandache, publie Un dîner en famille. Quoi qu'en disent les anti-Dreyfusards, quoi que souhaite l'état-major, cette affaire existe, marquant au fer rouge la France. Voici l'une des plus grosses erreurs judiciaires de l'histoire de France. Le service des renseignements du ministère de la Guerre reçoit un troublant document, qui sera surnommé par la suite le bordereau. C'est une femme de ménage illettrée, Marie Bastian, qui le découvre. En fait, elle avait pour mission de faire les poubelles, et cela à la demande du service de l'espionnage français. Elle ramasse alors ce document, qu'elle décide de remettre au commandant Joseph Henry, adjoint en chef du service. Le document est déchiré en 6 grands morceaux et est adressé à l'attaché militaire allemand en poste à l'ambassade d'Allemagne. Il lit alors la missive qui se constitue ainsi. Sans nouvelles m'indiquant que vous désirez me voir, je vous adresse cependant, monsieur, quelques renseignements intéressants. Une note sur le frein hydraulique du 120 et la manière dont s'est conduite cette pièce. Une note sur les troupes de couverture. Quelques modifications seront apportées sur le nouveau plan. Une note relative à Madagascar et le projet de manuel de tir de l'artillerie de campagne. Ce dernier document est extrêmement difficile à se procurer. Si donc vous voulez y prendre ce qui vous intéresse, à moins que vous ne vouliez que je vous le fasse copier un extenso et ne vous en adresse la copie, je vais partir en manœuvre. Ce message prouve une seule chose. Il y a un traître au sein de l'armée française. Toutes ces informations relatent du secret défense. Preuve que seul un membre de l'état-major aurait pu avoir connaissance de tous les dossiers énumérés. Et en connaissance de toutes ces informations, la priorité est de maintenant trouver ce traître. Pour cela, le général Mercier engage une enquête. Néanmoins, pendant plusieurs jours, rien n'est trouvé. Et cela jusqu'à ce qu'un lieutenant-colonel, Henri d'Aboville, antisémite extrême, décide d'orienter les recherches sur Alfred Dreyfus. Un juif. Cependant, 2 problèmes demeurent dans le bordereau. Le premier, le traître indique qu'il part en manœuvre, ce qui n'est pas le cas du suspect, qui n'est pas parti depuis plusieurs mois. Peu importe, un simple voyage dans l'Est effectué en juin en fera office. Pour ce qui est du second problème, on ne peut être sûr que l'écriture corresponde à celle du suspect. À moins que n'intervienne un commandant antisémite.
Armand Dupaty de Clam, qui possède d'après lui des compétences de graphologie, et qui va alors proclamer que les écritures sont exactement les mêmes, ayant même une preuve à l'appui, la fameuse dictée. La dictée est un événement survenu le 15 octobre. Monsieur Dreyfus est convoqué à 9h dans le bureau de Monsieur Dupaty, qui lui demande alors d'écrire à sa place une lettre de service. La raison est simple. Monsieur Dupaty fait croire qu'il est blessé à la main, l'empêchant ainsi d'écrire cette fameuse lettre. Monsieur Dreyfus alors accepte docilement. Il va donc commencer à reproduire mot pour mot le bordereau sous la dictée du commandant. Ce dernier espère compromettre son suspect en le mettant face à son message. Cependant, le capitaine gardera son sang-froid, puisqu'il ne connaît même pas l'existence du bordereau. Néanmoins, du point de vue de son supérieur, ce calme est une preuve évidente de sa culpabilité. Cela paraît irrationnel comme raison, surtout au vu du positivisme présent à cette époque. Dès cette première heure s'opère le phénomène qui va dominer toute l'affaire. Ce ne sont plus les faits contrôlés, les choses examinées avec soin qui forment la conviction. C'est la conviction souveraine, irrésistible, qui déforme les faits et les choses. Monsieur Dupaty posa alors sa main sur l'épaule de son acolyte et dit d'une voix solennelle : « Capitaine Dreyfus, au nom de la loi, je vous arrête. Vous êtes accusé du crime de haute trahison. » Madame Dreyfus est informée de la situation le jour même, puisqu'il y a une perquisition de l'appartement du jeune couple, organisée par Monsieur Dupaty, qui ira même jusqu'à terroriser la femme afin de lui faire comprendre l'importance de la situation. Un mot, un seul mot, et c'est la guerre européenne. Une question que l'on se pose. Quel est le mobile d'Alfred Dreyfus ? Ce n'est pas le besoin d'argent, puisque sa famille, malgré qu'elle ne soit pas aristocrate, est aisée. Rien n'est trouvé, que ce soit dans sa personnalité ou même dans sa vie. Tout est rangé. Et beaucoup se mettent à douter devant ce manque flagrant de preuves. Mais pour les antisémites, il n'y a pas besoin de ce genre de preuves, puisque une seule prévaut sur toutes les autres. Alfred Dreyfus est juif, donc c'est un traître. Ils vont alors mettre la pression, notamment grâce à la presse. À cela, le plus parlant est le journal La Libre Parole, qui a usé de sa notoriété pour faire la publicité des opinions antisémites. Ce journal, fondé en 1892, est une gazette antisémite créée par un polémiste, Édouard Drummond. C'est l'un des premiers journaux à être aussi bien informé de l'affaire. Dès le 1er novembre, le journal révèle l'arrestation. Haute trahison. Arrestation de l'officier juif A. Dreyfus. Cependant, l'article prévient ses lecteurs. L'affaire sera étouffée parce que cet officier est juif. Cette accusation faite par le journal fera mouche auprès du général Mercier, qui, ayant peur d'être accusé d'étouffer l'affaire, met en place un procès. Le 19 décembre 1894, à 13h, c'est l'heure du procès, ou plutôt du conseil de guerre, qui se tiendra en huis clos. Alfred Dreyfus a pour avocat Edgar Demange, un pénaliste réputé et respecté de ses pairs et ancien membre du Conseil de l'Ordre, qui a été recommandé auprès de la famille de l'accusé. Malgré le fait qu'il soit catholique, patriote, mais aussi antisémite, l'avocat accepte de défendre un accusé juif de trahison. Il fera même un travail d'orfèvre et mettra sa carrière en danger, puisqu'il annoncera haut et fort que son client est innocent. Il n'a eu accès qu'à une partie des preuves. Le 4 décembre, le bordereau oublié du dossier, dont il n'a d'ailleurs pu ne consulter que quelques minutes, sans possibilité de le prendre en photo. Je n'ai jamais vu un dossier pareil. Un dossier aussi faible, avec des preuves douteuses, notamment cette fameuse dictée, ne prouvant nullement l'accusation, a profondément bouleversé l'avocat. Malgré les efforts d'une plaidoirie de 3 heures, l'avocat ne parvient pas à inverser le jugement. Et cela dû au commandant Joseph Henry, qui pendant sa déposition fait forte impression auprès des 7 officiers qui jugent l'affaire. Notamment par sa voix forte et ses brèves phrases catégoriques, avec une véhémence convaincue.
Il explique que le service des renseignements soupçonnait depuis plusieurs mois l'existence d'un traître au sein de l'état-major. Et ce traître, le voici. Finalement, après 1 heure de délibération, le 22 décembre 1894, le Conseil de guerre rend son verdict à l'unanimité. Monsieur Dreyfus est condamné. Étant donné que la peine capitale n'existe plus depuis 1848 en ce qui concerne les crimes politiques, le Conseil décide de le condamner à la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée, à la destitution de son grade et à la dégradation. Monsieur Dreyfus proteste et crie son innocence. Demange sanglote. Alfred Dreyfus est né à Mulhouse en 1859. Et il n'a que 35 ans lorsque cette affaire survient. C'est le fils d'un industriel alsacien d'origine israélite et un ancien élève de Polytechnique et de l'école de guerre. Lors de la défaite de la France en 1870, il décide de faire carrière dans l'armée, avec un espoir de voir un jour l'Alsace revenir dans le giron de la France. En 1893, il arrive à être admis à l'état-major, comme capitaine stagiaire. Malheureusement, étant donné que la plupart de ses camarades sont membres de l'aristocratie ou de la grande bourgeoisie, M. Dreyfus n'est guère apprécié, dû à sa condition de vie assez modeste, malgré qu'il soit un homme brillant et aisé. Lorsqu'il est accusé de haute trahison, personne n'essaye de l'aider, de prouver que ce n'est pas lui qui avait commis l'acte. Il est alors aussitôt enfermé au secret dans la prison de Cherche-Midi et ni son frère ni sa femme ne sont autorisés à lui rendre visite. Avant de parler de la publication de J'accuse, il faut parler de certains événements qui ont eu lieu avant le 13 janvier. Le 5 janvier, au centre de la place de Fontenoy, à l'école militaire, environ 20 000 Parisiens et 4 000 soldats se pressent afin de voir la dégradation du traître. Sous les roulements de tambour, M. Dreyfus avance, entouré de 4 artilleurs qui l'emmènent au centre de la place. Un officier arrive à cheval devant le capitaine Dreyfus et clame sa sentence. Alfred Dreyfus, vous n'êtes plus digne de porter les armes. Au nom du peuple français, nous vous dégradons. Puis un adjudant s'avance, enlève son képi et arrache ses insignes, ses galons d'or, ses boutons de son dolman, son uniforme devenant au fur et à mesure des oripeaux. Cependant, M. Dreyfus reste droit, digne et fort, hurlant à ses camarades ces phrases qui marqueront la France au fer rouge de la honte. Soldats! On dégrade un innocent! On déshonore un innocent! Vive la France! Vive l'armée! Lorsqu'il termine de dire cette phrase, l'adjudant s'empare du sabre du condamné et le brise net, en 2 morceaux, sur son genou. Une image qui fera le tour du monde. Le 22 février, il sera emmené à l'île du Diable, en Guyane, dans un bagne qui sera spécialement rouvert pour lui. Ses geôliers, ayant peur qu'il ne s'évade, décident de lui faire vivre un enfer, au sein de conditions déjà très dures. Il sera sous-alimenté. Il ne sera même pas soigné malgré les nombreuses maladies tropicales, et aussi dû au fait que la température atteignait parfois 45 degrés. Monsieur Dreyfus tombera souvent malade, et de manière de plus en plus régulière, qui s'aggraveront d'année en année. Il est persuadé qu'il va y rester jusqu'à la fin de ses jours. Enfin, c'est ce qu'avait prévu le Conseil de guerre. Mais étant donné qu'il proclame son innocence, refuse de signer les aveux qui auraient pu lui permettre d'alléger sa peine, le doute s'installe. Un doute sur la culpabilité de M. Dreyfus. Notamment son frère Mathieu Dreyfus, qui fera tout pour sortir son frère de cette situation. Après la dégradation, le vide se fit autour de nous. Il nous semblait que nous n'étions plus des êtres comme les autres, que nous étions comme retranchés du monde des vivants. Il va se mettre en collaboration avec un journaliste, Bernard Lazare, qui décide de reprendre depuis le début l'affaire. Mais pour avoir toutes les informations, il leur faut quelqu'un au sein de l'état-major. Cette personne n'est autre que Georges Picquart, qui devient directeur du service des renseignements en juillet 1895. En fait, M. Picquart avait eu comme élève M. Dreyfus, à l'école de guerre. Par la suite, le condamné avait été sous ses ordres.
Ce qui est surprenant, c'est que le lieutenant-colonel est soupçonné d'antisémitisme, et de ce fait, il n'avait que peu d'intérêt pour son camarade. Mais ce qui l'a intrigué fut un hasard suite à sa nomination. Il va découvrir un télégramme qui n'avait jamais été envoyé, écrit par un officier allemand, qui est adressé à un commandant français. C'est grâce à cela qu'il va connaître l'écriture de ce traître, et de par son ancien statut envers M. Dreyfus, il connaissait son écriture. Il a donc pu observer le bordereau et remarquer que l'écriture ne correspondait pas à celle du capitaine, mais à celle d'un autre officier, le commandant Ferdinand Walsin Esterhazy. Le traître est M. Esterhazy. Et cette nouvelle choque profondément M. Picard, qui découvre enfin la vérité. M. Dreyfus est innocent et a été condamné à sa place. Il va s'engager dans une action afin de dénoncer M. Esterhazy. Mais cela lui coûtera son poste. Il sera muté en Tunisie, dans l'intérêt du service, puis passera devant le Conseil de guerre, qui décide de le chasser de l'armée. Le 11 janvier, M. Esterhazy va lui aussi passer devant le Conseil de guerre, mais sera acquitté le lendemain, sans réelle explication. Et c'est exactement cette action qui va engendrer la colère d'Émile Zola. Le 13 janvier 1895, l'Aurore publie en première page « J'accuse », un texte d'Émile Zola au président de la République. Un numéro qui sera vendu à 300 000 exemplaires en seulement 3 heures. Lettre au président de la République par Émile Zola. Monsieur le Président, me permettez-vous, dans ma gratitude pour le bienveillant accueil que vous m'avez fait un jour, d'avoir le souci de votre juste gloire et de vous dire que votre étoile, si heureuse jusqu'ici, est menacée de la plus honteuse et de la plus ineffaçable des tâches. Vous êtes sortis sains et saufs des basses calomnies, vous avez conquis les cœurs, vous apparaissez rayonnant dans l'apothéose de cette fête patriotique que l'Alliance russe a été pour la France, et vous vous préparez à présider au solennel triomphe de notre exposition universelle, qui couronnera notre grand siècle de travail, de vérité et de liberté. Mais quelle tache de boue sur votre nom. J'allais dire, sur votre règne, que cette abominable affaire Dreyfus, un conseil de guerre vient, par ordre, d'oser acquitter un Esterhazy, soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. Et c'est fini. La France a sur la joue cette souillure. L'histoire écrira que c'est sous votre présidence qu'un tel crime social a pu être commis. Puisqu'ils ont osé, j'oserai aussi. Moi, la vérité, je la dirai, car j'ai promis de la dire si la justice, régulièrement saisie, ne la faisait pas pleine et entière. Mon devoir est de parler, et je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expie là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu'il n'a pas commis. Et c'est à vous, Monsieur le Président, que je la crierai cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et à qui donc dénoncerais-je la tourbe malfaisante des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier magistrat du pays? On s'épouvante devant le jour terrible que vient d'y jeter l'affaire Dreyfus, ce sacrifice humain d'un malheureux, d'un sale juif. Ha! Tout ce qui s'est agité là de démence et de sottise, des imaginations folles, des pratiques de basse police, des mœurs d'inquisition et de tyrannie, le beau plaisir de quelques galonnés mettant leurs bottes sur la nation, lui rentrant dans la gorge son cri de vérité et de justice, sous le prétexte menteur et sacrilège de la raison d'État. Et c'est un crime encore que de s'être appuyé sur la presse immonde, que de s'être laissé défendre par toute la fripouille de Paris. De sorte que voilà la fripouille qui triomphe insolemment. Le lendemain, Le Temps fait paraître une pétition d'intellectuels qui demande à ce qu'il y ait une révision du procès. De nombreux noms connus y sont inscrits. Anatole France, Marcel Proust, Émile Duclos, Claude Monet, Jules Renard ou bien encore le directeur de l'Institut Pasteur. Et cette pétition recevra des centaines d'adhésions anonymes qui se déclarent amis du traître ou vendus aux juifs par provocation. Monsieur Zola fut attaqué en justice pour diffamation,
comme il l'avait prévu. Le but était de faire éclater la vérité grâce au procès. Cependant, il ne pensait pas que sa diatribe, qui possédait beaucoup de zones qui pouvaient être considérées comme diffamatoires, n'allait pas vraiment être utilisée. Seule chose que l'on présente lors de ce procès, c'est le passage où il accuse le Conseil de guerre d'avoir acquitté M. Esterhazy sur ordre, ce qui donnera au Dreyfusard l'assurance que la cour d'assises agit elle aussi sur ordre. La presse dreyfusarde réplique, notamment Georges Clemenceau, dans le journal L'Aurore. Qui protège le commandant Esterhazy? La loi s'arrête, impuissante devant cet aspirant prussien déguisé en officier français. Pourquoi? Qui donc tremble devant Esterhazy? Quel pouvoir occulte, quelle raison inavouable s'oppose à l'action de la justice? Qui lui barre le chemin? Pourquoi Esterhazy, personnage dépravé à la moralité plus que douteuse, est-il protégé alors que tout l'accuse? Pourquoi un honnête soldat comme le lieutenant-colonel Picard est-il discrédité, accablé, déshonoré? S'il le faut, nous le dirons. Monsieur Zola choisit comme avocat Fernand Laborie, qui est un jeune qui possède une fascination particulière pour l'affaire. Pour provoquer une réédition de l'affaire Dreyfus, il va vouloir convoquer plus de 200 témoins, ce que le président de Le Gorgue empêchera. Il déclare qu'il ne faut pas s'éloigner de la véritable raison du procès, les propos diffamatoires de M. Zola. Il répétera plusieurs fois une phrase qui deviendra célèbre « La question ne sera pas opposée ». Cependant, et malgré la ferveur des anti-Dreyfusards, le passage de M. Picard devant la cour fera beaucoup de bruit dans le public. La balance se penche en faveur de l'écrivain. Et en voyant cela, la libre parole va faire pression sur les jurés en leur disant que s'ils acquittent M. Zola, alors ce sont des mauvais Français. Mais rien à faire, les jurés pensent que M. Zola devrait être déchargé. Alors, le commandant Henri décide de produire un faux devant la cour. Il montre une dépêche provenant de l'ambassade d'Italie de Paris. Cette lettre explique que le lieutenant-colonel Alessandro Panizzardi, un attaché militaire à l'ambassade, sous-entend que M. Dreyfus aurait aussi trahi les Italiens. Cependant, cette lettre avait été controversée, dans le but d'aggraver les charges contre l'accusé, alors qu'elle affirmait que l'homme était innocent. Néanmoins, malgré que la preuve paraisse absurde, voire improbable, le doute finit par habiter la cour, et cette fois-ci contre M. Dreyfus. Ce doute fait que M. Zola est condamné à la peine maximale, 1 an de prison ferme et 3000 francs d'amende. Afin de s'échapper de cette situation, l'écrivain s'enfuit à Londres. Le 13 août, le capitaine Cuignet découvre que la lettre de M. Panizzardi est fausse, complètement différente de celle d'origine. En fait, à l'origine, M. Cuignet était un anti-Dreyfusard convaincu. Mais sa conscience l'emporte sur ses convictions politiques. Et il décide de révéler la vérité. Dû à cette nouvelle information dans l'affaire, M. Henri est sommé de s'expliquer et la pression est telle que le commandant craque et avoue toute la vérité. À cela, l'officier d'état-major sera emprisonné le 30 août et se suicidera le lendemain en se tranchant la gorge. Le 29 septembre 1898, suite à toutes ces nouvelles données, la Cour de cassation est saisie du dossier et doit se prononcer sur la révision du dossier du procès Dreyfus, qui avait été demandé par la famille de l'accusé. Afin de retarder le plus possible la décision, la Cour prend son temps. Mais malgré leur envie de ne pas rouvrir le dossier, certains membres décident de faire le plus possible avancer cette révision. Et c'est grâce à ces actions que le 3 juin 1899, que le jugement qu'avait pris le Conseil de guerre le 22 décembre 1894 est dissous. Dreyfus sera enfin rejugé par un nouveau Conseil de guerre, à Rennes, en Bretagne. Il est alors autorisé à revenir en France et peut retrouver son ancien grade. Après la défaite de la France en 1870, qui lui a fait perdre l'Alsace-Lorraine, le pays se convertit à la République. Cependant, elle sera nationaliste, revancharde et rêve d'en découdre avec leur ennemi, le Boche. Juste après la condamnation de M. Dreyfus, un commandant de l'état-major, rapporteur auprès du Conseil de guerre, rédige un rapport à charge
dans lequel les éléments moraux sont bien plus présents que les éléments matériels. Ils ne sont traités que dans l'avant-dernier paragraphe, et en une seule phrase. Les éléments matériels consistent en la lettre missive incriminée, dont l'examen par la majorité des experts, aussi bien que par nous et par les témoins qui l'ont vue, a présenté, sauf dissemblance volontaire, une similitude complète avec l'écriture authentique du capitaine Dreyfus. C'est une preuve de culpabilité, car Dreyfus a tout fait disparaître. À l'inverse du premier procès, celui-ci durera plus longtemps. Et cette fois, ils ne seront pas en huis clos. Ainsi, le public est présent, que ce soit des Dreyfusards et des anti-Dreyfusards, des témoins ou bien des journalistes. Et il y a tellement de monde qu'il faut réserver une salle des fêtes. À l'inverse du premier procès, M. Dreyfus aura droit à 2 avocats, Edgar Demange et Fernand Laborie. Et c'est un choix de l'accusé. Les raisons sont plutôt simples. Maître Demange était considéré comme l'avocat historique du capitaine, mais il était trop timoré. Cependant, l'ardeur de Maître Laborie devrait contrebalancer cet état de fait. Malheureusement, les désaccords sont présents entre les 2 avocats. Maître Laborie souhaite attaquer avec force et ferveur et critique son collègue de mollasson, tandis que Maître Demange n'aime pas particulièrement la grandiloquence de son collègue. Au final, l'avocat Demange gagne cette bataille, notamment parce que les Dreyfusards souhaitent le voir plaider seul, et que Mathieu Dreyfus expliquera sa stratégie auprès du 2e avocat. Pour expliquer ce changement de situation auprès du conseil, Maître Laborie déclarera simplement qu'il renonce à prendre la parole. Le procès commencera le 7 septembre 1899. Monsieur Dreyfus paraît faible, las et au bord de sa vie. Maurice Barrès, un écrivain et homme politique français, et malgré son antisémitisme, déclarera « Toute la salle bougea d'horreur et de pitié mêlée quand Dreyfus parut. Sa figure mince et contractée. Ce pauvre petit homme qui, chargé de tant de commentaires, s'avançait avec une prodigieuse rapidité. Nous ne sentîmes rien à cette minute qu'un mince flot de douleur qui entrait dans la salle. On jetait en pleine lumière une misérable guenille humaine. Une boule de chair de viande vivante, disputée entre 2 camps de joueurs et qui depuis 6 ans n'a pas eu une minute de repos, vient d'Amérique rouler au milieu de notre bataille. Mais déjà Dreyfus a gravi les 3 marches de l'estrade, la nouvelle station de son calvaire. Maître Demange va plaidoyer tout le long du 8 et du 9 septembre 1899 et va charmer le public qui vont même considérer sa plaidoirie d'admirable. Ne parlant à aucun moment pour la salle, il s'adresse au conseil de façon que chaque juge peut croire qu'il ne parle que pour lui. Nul souci des effets oratoires ou même du style, il parle d'abondance, simplement, presque toujours sur le ton de la causerie, celui qui est le moins propre sans doute à faire partir des applaudissements, mais aussi celui qui excite le moins de défiance, qui offre par suite le plus de chances de convaincre. Le jugement sera rendu le 9 septembre dans l'après-midi. Et quel jugement! Le plus contradictoire de toute l'histoire du droit. Dreyfus est de nouveau condamné, mais avec des circonstances atténuantes. Comment est-ce possible qu'un crime d'État, le plus important soit-il, on parle tout de même de haute trahison, comment est-ce possible qu'il se finisse ainsi? C'est un acquittement déguisé. Au final, Dreyfus n'est pas acquitté. Ce n'est que le 12 juillet 1906 que le capitaine Dreyfus sera finalement acquitté, et même réhabilité. Au même titre que Picard, qui deviendra, lui, ministre de la guerre. La raison? Un combat judiciaire mené par les Dreyfusards. Les 6 et 7 avril 1903, Jean Jaurès se bat en ce moment même avec la Chambre des députés, en donnant une lettre du général de Pellieu, datée du 31 août 1898, dont le gouvernement n'avait pas eu connaissance. Et c'est grâce à ce document que l'enquête va être réouverte et que tous les documents utilisés lors des anciens procès seront réétudiés, permettant ainsi la réhabilitation d'Alfred Dreyfus. Attendu en dernière analyse que de l'accusation portée contre Dreyfus, rien ne reste debout.
et que l'annulation du jugement du Conseil de guerre ne laisse rien subsister qui puisse à charge être qualifié de crime ou de délit. Attendu dès lors que, par application du paragraphe final de l'article 445 du Code d'instruction criminelle, aucun renvoi ne doit être prononcé. Par ces motifs, annule le jugement du Conseil de guerre de Rennes qui, le 9 septembre 1899, a condamné Dreyfus à 10 ans de détention et à la dégradation militaire. Dit que c'est par erreur et à tort que cette condamnation a été prononcée. Par la suite, M. Dreyfus sera élevé au grade de colonel et mourra en 1935, dans un silence impressionnant. Dreyfus n'avait pas la carrure pour porter l'habit écrasant que lui a tissé l'histoire. L'affaire Dreyfus a laissé des traces, tel un triste héritage. Et ses conséquences ne sont pas que sociales, ni politiques. Elles sont aussi internationales. L'affaire Dreyfus a marqué un grand tournant dans la vie de nombreux juifs d'Europe. Cependant, cette affaire a créé des difficultés sur les possibles améliorations des rapports entre France et l'Italie après la guerre douanière. La raison est que l'Italie est le pays européen qu'on rapproche le plus à de la politique dreyfusarde. Les conséquences politiques ont appuyé l'affrontement des deux France, entre démocratie parlementaire et forces monarchistes et réactionnaires. Cette affaire a servi à l'ordre républicain de prendre une longueur d'avance et de se renforcer. Par ailleurs, en 1899, en pleine affaire Dreyfus, les forces politiques progressistes disparaissent. Lors du procès Esterhazy et Zola, le choc provoqué va amener une politique dreyfusarde dans le but de lutter contre l'antisémitisme et le nationalisme. Lorsque l'affaire se termine, la politique du pays s'effondre et tente difficilement de se relever, notamment avec la disparition de grandes figures républicaines. Malgré cela, à la fin du siècle, les anti-dreyfusards et les nationalistes extrêmes au pouvoir quittent leur place, permettant à de nouveaux politiciens de réformer et de corriger les erreurs, injustices, qui ont ou avaient pu être commises. Pour ce qui est des conséquences sociales, l'antisémitisme est omniprésent dans l'affaire. On se rend compte qu'ils ont répandu la haine raciale dans toutes les couches de la société, amplifiée par les campagnes de presse. La seconde conséquence sociale touche au rôle de la presse. À l'inverse de ce qu'il se passait à l'époque, la presse, grâce à cette affaire, exerce maintenant une influence sur la vie politique. Prenons pour exemple l'Aurore, avec J'accuse de Émile Zola. Et c'est fini. La France est marquée au fer rouge, tel un triste héritage juridique, et cela sur le dos d'un homme qui ne souhaitait que vivre sa vie. Enfin fini. Cette vidéo est enfin finie. Je ne peux même pas vous dire combien de temps est-ce que j'ai pu passer sur cette vidéo pour la produire, tellement il y a de sources, d'informations, de documents sur cette affaire. En fait, c'est simple. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est le temps des recherches et le temps de croiser les sources, de les concorder, afin de ne pas écrire des inepties. Mais je suis ravie quand même d'avoir pu parler de cette affaire, et c'est pour ça que la prochaine vidéo est un petit peu spéciale. Je vais vous présenter un nouveau concept qui se nomme Rencontre d'un temps. Tout simplement, on va rencontrer, échanger et interviewer avec un spécialiste en rapport avec les précédentes vidéos. Et comme vous vous en doutez, ici, on est sur l'affaire Dreyfus. Et j'ai eu l'immense honneur d'avoir pu échanger avec monsieur Philippe Auriol, historien et spécialiste du sujet. Je vous donne donc rendez-vous le 4 à 17h du mois prochain pour Rencontre d'un temps avec monsieur Philippe Auriol. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Bien le bonsoir.